Allez, on va démarrer notre webinaire de ce jour qui concerne donc majoritairement l'audit de surveillance Calliope. Il y aura également, comme on fait d'habitude, une petite partie, on va revenir sur les questions de l'édition précédente, mais majoritairement, on va parler de l'audit de surveillance Calliope. Alors, comme d'habitude, hein, on va présenter nos intervenants. Karim, je te laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, il nous reste encore 2 jours pour souhaiter les vœux dans la tradition. Donc, je vous Merci. souhaite bien évidemment une bonne santé à tous nos participants et de la réussite professionnelle. Donc, rapidement, certains me connaissent aussi, 22 ans dans le monde de la formation, voilà, auditeur expert sur Calliope, sur d'autres axes bien évidemment. Et puis, je suis dirigeant actuellement de mon cabinet MSCK Audit et Consulting. Très bien, merci Karim. Et donc moi, voilà, 5 années d'expérience en tant qu'auditeur qualité, également auditeur Calliope à mes heures perdues, hein. Certains ont pu m'avoir dans leurs locaux lors de cette vague de renouvellement qu'on a connue sur la fin de l'année 2024, et également chargé de mission qualité ici à l'ISQ. Donc c'est s'assurer que voilà, nous respectons bien les process définis pour délivrer la certification Calliope, hein, que nos auditeurs sur le terrain font bien le job également. Et donc voilà l'essentiel un peu des missions à l'ISQ. Pour le sommaire du jour, comme on l'a dit, un petit retour sur l'édition de décembre 2024, les quelques questions qu'on a eues lors de cette édition, un petit mot sur la législation, la réglementation 2025. Ensuite, nous avons souhaité faire un petit bout sur la gestion des non-conformités, un peu clarifier le processus. Et le cœur du webinaire, ça sera donc l'audit de surveillance. Karim, un petit mot sur les conseils qu'on ne peut donner en tant qu'organisme certificateur. Ouais, comme d'habitude, tu as raison, parce que régulièrement, on a beaucoup de questions d'ordre légal, juridique, législative, réglementaire et du positionnement de l'ISQ en tant qu'organisme certificateur. On ne peut pas conseiller. Donc, j'invite très fortement sur des questions spécifiques chaque prestataire qui ont des interrogations de cet ordre-là de se rapprocher des professionnels, des juristes, des avocats ou d'instances représentatives de la formation professionnelle pour avoir des éléments de réponse. Tout à fait, important de le préciser à chaque fois. Alors, hop, les petites animations. Donc, vous avez l'habitude maintenant le petit passage sur la cartographie des certifiés, hein, les petites comparaisons d'une année sur l'autre. Par comparaison au 30 janvier 2024, nous avions à l'époque 117 835 NDA actifs et aujourd'hui on en a 135 860, hein, donc 18 000 NDA en plus, hein, ce qui fait quand même une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière, hein, 15% en plus de NDA actifs, mais à contrario, le nombre de certificats délivrés, on pourrait croire que ça serait monté un peu en synchronisation, et ben on a moins de certifiés par rapport à l'année dernière, hein, 775 certifiés en moins 2%. Donc ça peut s'expliquer par diverses raisons, hein, des organismes qui ont fermé, par exemple, des organismes qui ont décidé de ne pas renouveler la certification Calliope après un premier cycle de 3 ou 4 ans, ça dépend de quand est-ce qu'ils ont été certifiés, ils se sont rendus compte que ils en avaient peut-être pas nécessairement besoin ou que ça leur apportait trop de travail par rapport aux bénéfices. Donc, ils ont peut-être décidé de faire l'impasse sur la certification Calliope lors du renouvellement. Voilà quelques pistes qu'on pourrait explorer pour expliquer cette diminution, ce qui représente toujours donc 32% de certifiés. Et on voit que les régions majoritaires, hein, c'est l'Île-de-France, la région lyonnaise, Marseille également, là où voilà, on a les grandes villes, c'est là où on a le plus d'organismes certifiés. Oui, en même temps, Raphaël, au regard de l'augmentation du nombre de NDA, je pense qu'il y a l'effet, bien évidemment, du décret du 28 décembre Ouais, 2023 j'ai concernant arrêté. l'obligation d'NDA maintenant pour nos prestataires externes en sous-traitance. Donc, ça Mhm. va faire le point de transition vers les questions qu'on a eu à traiter. On a eu
Vas-y, je te laisse ouais, sur l'édition 2024, hein. Merci en tout Exactement. cas pour l'édition 2024 de décembre. On a eu beaucoup de retours positifs et de satisfaction. Merci donc pour tous ceux qui ont répondu de manière très explicite de la qualité de nos webinaires. En tout cas, concernant ces questions liées au juridique, on a cette question relative aux sous-traitants, hein. Donc, Si le sous-traitant est micro-entrepreneur et réalise un chiffre d'affaires en formation inférieur à 77 700, doit-il avoir un NDA et doit-il être certifié Calliope? Ce que je disais précédemment, c'est que de plus en plus, on a les donneurs d'ordre qui incitent très fortement et qui invitent très fortement les formateurs indépendants à avoir leur numéro de déclaration d'activité. On a mis en slide, bien évidemment, la partie liée à la sous-traitance dans le cadre de l'arrêté du 28 décembre. Mais étant donné que c'est son activité, elle est principale de la mise en œuvre de l'action de formation, il doit avoir un NDA. Pour Calliope, il faut surtout vérifier s'il intervient dans le cadre du financement, dans le cadre des financements du CPF. On a mis en annexe, on a déjà abordé le sujet plusieurs fois. Il y a un schéma très Mhm. explicite que tu avais construit. On l'a remis en annexe pour pouvoir répondre à cette partie-là. Exact. Autre question, est-ce qu'il y a une obligation pour un expert qui intervient ponctuellement en formation? Ouais, alors, on a souvent eu ces questions-là de l'expert qui Ouais. intervient. La notion de ponctuel, elle est fondamentale. Euh, Quand on parle, bien évidemment, on a retrouvé une source, Centre Info, hein, ce n'est pas la sous-traitance au sens strict de la formation et n'oblige pas le NDA. Cependant, on a des logiques où si c'est un témoignage, si c'est une expertise ou un soutien ou de l'animation, euh, c'est pas pris comme de la sous-traitance et donc on n'a pas cette obligation à demander à quelqu'un qui intervient sur un point spécifique d'une action de formation d'avoir son numéro de déclaration d'activité parce qu'on fait appel à son expertise. À partir du moment qu'il n'intervient pas dans la construction, dans l'ingénierie, dans la proposition d'un contenu de formation, on peut tout à fait faire appel à ces expertises sans avoir cette obligation de numéro de déclaration d'activité. Donc c'est un point extrêmement euh, pointilleux parce qu'on a différentes informations qui, par moments, se contredisent entre elles. C'est pour ça que j'insiste très fortement les prestataires qui ont ces interrogations, se rapprocher hein, de juristes, d'avocats, droit du travail sur cette partie-là. On peut faire appel, bien évidemment, à l'expertise, mais de manière ponctuelle. La notion de ponctuel, elle est fondamentale. Mhm. Très importante. Oui. Voilà pour les questions. C'était les deux questions principales qu'on a souhaité mettre en évidence. Ensuite, un petit passage législation, réglementation 2025. Donc, qu'est-ce qui Oui, a changé récemment, Karim? ouais, bon, hein, tout le monde est au fait de la veille juridique et réglementaire hein, dans le cadre de l'indicateur Mhm. 23 de Calliope. Donc, on a l'évolution du CPF, hein. On avait déjà vu précédemment qu'il y avait maintenant une participation obligatoire. Cette participation est passée de 100 à 102 euros,23, hein. C'est en lien avec l'inflation. Et puis, l'apprentissage. Alors, on a des aides ajustées. On attend bien évidemment la publication du décret. Les seules certitudes qu'on pourrait avoir, c'est sur les nouvelles modalités hein, qui ont été beaucoup médiatisées avec 6 000 euros maximum pour recrutement de personnes en situation de handicap, hein, et puis les 5 000 euros maximum pour les entreprises de moins de 250 et 2 000 euros pour les entreprises de 250 salariés. Et la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de changement au regard de la diplomation, hein. On est toujours sur les diplômes titres jusqu'à le niveau 7 par rapport au NCP, donc le bac plus 5 en termes de niveau de diplôme. Donc ça n'a pas bougé. On n'a pas non plus d'informations. De toute façon, on regarde l'instabilité un peu socio-politique, hein, économique. On n'a pas non plus d'informations concernant les prises en charge. Mhm. Tout à fait, exactement. Peut-être que la situation se stabilise un peu et ensuite, je pense qu'on en saura plus dans les mois à venir. Voilà, c'était tout pour le petit crochet législation dont vous avez l'habitude maintenant. Ensuite, comme on a dit un petit bout sur la gestion des non-conformités Calliope. Alors, pour commencer, Karim, ben, qu'est-ce qui différencie déjà une non-conformité mineure et une non-conformité majeure? Alors,
Juste pour resituer hein, le constat, hein, c'est bien des éléments de preuve qui sont Mhm. identifiés, collectés, analysés par l'auditeur, hein. Ça permet d'enregistrer une situation, un état ou une évolution potentielle hein, de l'organisme et qui sera exploité par l'auditeur. Cependant, on a des constats qui sont aussi classifiés hein, dans le référentiel Calliope en deux catégories, hein, la non-conformité mineure et la non-conformité majeure. Donc, quand l'indicateur est respecté, pris en compte, pas de souci. On a cette non-conformité mineure qui est définie hein, bien dans le guide avec une prise en compte partielle de l'indicateur qui ne remet pas en cause la qualité de la prestation, à condition que ça ne soit pas répétitif, hein, parce que lorsqu'on a cinq non-conformités mineures, elles peuvent se transformer en non-conformités majeures. Ça veut dire que dans le traitement qu'on fera de ces non-conformités mineures, on identifiera une non-conformité mineure qui sera transformée en majeure pour qu'elle soit traitée avec des plans d'action effectifs. Mais je reviendrai sur ce point-là. On a bien évidemment les non-conformités majeures avec la non prise en compte, l'indicateur partiel en remettant en cause la qualité de la prestation. En sachant que nous, au sein de l'ISQ, on a identifié qu'au-dessus de 50% des indicateurs audités avec des non-conformités majeures par catégorie d'action, on peut tout à fait envisager un audit complémentaire. Tout à fait. Voilà, et donc si lors de mon audit, je me retrouve avec des non-conformités mineures, par exemple, comment je dois la traiter? Qu'est-ce que c'est les délais? Que peut nous en dire plus carrément? Alors, donc, dans l'organisation, à chaque information, on se réfère bien évidemment à l'arrêté du 31 mai, on se réfère éventuellement à d'autres décrets, hein, mais on a l'habitude d'avoir une visibilité sur le traitement des non-conformités mineures, à savoir qu'à la fin de l'audit, l'ISQ a 15 jours pour vous transmettre les fiches de non-conformité également. On a l'ouverture du traitement des non-conformités. À partir de là, on a le début des fameux 6 mois maximum, en sachant que le prestataire a un mois pour rédiger les propositions d'action correctives, hein. N'oublions pas que ces actions correctives devront être mises en œuvre dans le délai des 6 mois. Lorsque vous avez rédigé vos propositions, donc vous l'envoyez à l'auditeur qui, lui, va valider les actions, l'action qui est proposée et qui sera donc une clôture au bout de 6 mois et qui sera vérifiée dans la mise en œuvre euh, au prochain audit, sachant, encore une fois, et je reviendrai sur cette partie-là, qu'il se peut que nous ayons plutôt en échantillonnage la vérification que vous avez des actions que vous avez impactées pour mettre en œuvre ces actions correctives. Alors, je reviendrai sur cette partie-là prochainement. Et pour des majeurs, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui change entre la mineure et la majeure? Alors, on a la durée, hein, c'est bien 3 mois maximum. Le process reste identique hein, sur la fin de l'audit, l'envoi des fiches de non-conformité. Cependant, un point extrêmement important, c'est bien la rédaction hein, des propositions d'action corrective. Surtout, ce que vous devez faire, c'est intégrer les éléments de preuve de mise en action effective. C'est pour ça que l'auditeur, lui, verra et validera potentiellement les actions correctives effectives qui ont été vraiment mises en œuvre. C'est pour ça que par moment, les auditeurs relancent les organismes de formation pour vraiment avoir la certitude que les actions ont bien été mises en œuvre sous les trois Mhm, mois. mhm. On a la clôture, en sachant qu'on a un mois de vérification au sein de l'ISQ, puisqu'au sein de l'ISQ, j'aborderai le sujet du service de vérification, hein, qui corrobore et qui consolide la validation des éléments de preuve validés par l'auditeur. Et ensuite, on a bien évidemment, au prochain audit, la vérification des actions mises en œuvre par le prestataire. Tout à fait. Donc ici, vous Bon. voyez l'écran, voilà, je vais prendre un peu la main, il faut que je travaille un peu aussi, hein. Sur voilà, une fiche de non-conformité comme on les rédige à l'ISQ. Alors, vous avez la première partie qui est la zone dédiée à l'auditeur. C'est là où l'auditeur va rédiger son constat. Il va mettre quels critères il est concerné, donc les critères qui vont de 1 à 7, et puis l'indicateur qui va avec. Par exemple, si c'est l'indicateur 2, il va mettre critère 1, indicateur 2, et puis il va rédiger son constat. Qu'est-ce que lui, quand il est venu vous auditer, il a vu qui n'était pas en conformité par rapport au guide de lecture.
Donc, il rédige son constat. Comme l'a dit Karim, ces non-conformités vous sont transmis par ISQ certification dans les 15 jours à compter de la fin de l'audit, de la réunion de clôture pour les organismes multisites. Et votre partie où vous devez remplir, c'est la partie plan d'action décidée par le prestataire. Donc, vous devez d'abord faire une analyse de l'étendue de l'écart. Donc, on en reviendra un peu dessus un peu plus tard pour mettre une définition sur cette analyse de l'étendue de l'écart. Et puis, proposer un plan d'action bah, pour justement résoudre cet écart, éviter qu'il se reproduise et se remettre en non-conformité par rapport au guide de lecture. Donc, vous envoyez cette proposition à l'auditeur. L'auditeur, lui, il fait une réponse, hein, il vérifie que le plan d'action lui semble cohérent avec le constat qui a été constaté. L'auditeur, il nous transmet à nous, ISQ, et plus précisément le service de vérification, qui va venir faire également un contrôle, vérifier si nous aussi, au sein de ISQ certification, les plans d'action et la réponse de l'auditeur sont cohérentes avec ce que nous, on attend pour pouvoir délivrer la certification. Et une fois que le service vérification a dit OK, c'est validé, votre dossier pourra ensuite passer en instance de décision. Donc, comme on disait, l'analyse de l'étendue de l'écart, qu'est-ce que c'est comme exercice? C'est analyser les conséquences de l'écart sur les prestations et le fonctionnement antérieur et leur impact sur les résultats envoyés ou les décisions prises. En gros, il faut, voilà, qu'est-ce que ça a impacté sur mes prestations? On vous a mis quelques exemples en dessous. Premier exemple, si vous avez une non-conformité indicateur 2 ou indicateur 3, par exemple, vous ne communiquez pas sur les indicateurs qui sont attendus par le guide de lecture. L'analyse de l'étendue de l'écart, ça peut être que les futurs bénéficiaires ne peuvent pas faire un choix éclairé pour se positionner sur une formation. Autre exemple, indicateur 11, donc l'indicateur 11, c'est l'évaluation, le processus d'évaluation. Sur l'exemple, l'OF n'a pas de processus d'évaluation formalisé qui permet d'apprécier l'atteinte des objectifs de la formation. Comme analyse d'étendue de l'écart, on peut dire que, bah, en tant que prestataire, on ne peut pas mesurer les acquis du bénéficiaire en fin de formation, et donc bah, le bénéficiaire ne sait pas s'il a atteint, oui ou non, les objectifs qui ont été fixés au début de la formation. Donc voilà, c'est cet exercice-là qu'il faut faire, de dire, OK, qu'est-ce que cet écart, il impacte dans notre fonctionnement au quotidien. C'est souvent, Raphaël, on est souvent rappelé parce que les prestataires ont du mal à compléter cette partie-là. Donc, c'est bien d'avoir fait un petit laïus dessus. Oui, Euh, je te- l'exercice je n'est te- pas facile, ce n'est pas habitué, mais faut prendre l'habitude, voilà. ah, ouais, c'est ça. Alors, la complétude de Alors, la fiche de non-conformité, son traitement, Raphaël? Alors, pour les mineurs, qu'est-ce qu'on attend sur une mineure? Donc, comme on l'a dit, l'analyse de l'étendue de l'écart, de décider d'un plan d'action, et ensuite, il y a un délai de mise en œuvre qui ne doit pas excéder les 6 mois. Par exemple, sur l'exemple qu'on avait fait précédemment où il manquait des informations qui doivent être diffusées par le prestataire, et ben, vous pouvez pas nous dire que je vais les changer dans un an. C'est pas possible. Il y a ce délai de 6 mois maximum qui est à respecter pour mettre en place le plan d'action que vous avez décidé. Ensuite, l'auditeur va vérifier que bah, les actions que vous avez décidées, elles sont pertinentes et permettent de répondre à l'écart constaté. À l'audit suivant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'auditeur, il vérifiera à partir d'un échantillon que vous avez bien mis en place les actions que vous avez décidées pour répondre à cette non-conformité mineure. Et comme l'a dit Karim tout à l'heure, que voilà, vous l'avez bien fait dans les 6 mois, dans les 6 mois maximum de délai de mise en œuvre, que vous ne les avez pas mis en catastrophe 2 semaines avant l'audit. Voilà, il faut mettre en œuvre ce qu'on a dit qu'on allait faire. Petit point important, hein, c'est si la non-conformité mineure n'est pas levée lors de l'audit suivant, c'est quand l'auditeur il revient, il reconstate encore que c'est pas conforme, et ben il devra requalifier la non-conformité en non-conformité majeure, quoi qu'il arrive. Hein, c'est l'arrêté qui nous dit ça. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une mineure là-dessus. C'est forcément majeur.
Pour les majeurs, qu'est-ce qui change? C'est la même chose. Analyse de l'étendue de l'écart pour définir ce qui a été impacté. Pareil, définir un plan d'action et les actions décidées. Le délai de mise en œuvre, cette fois, il ne peut pas excéder 3 mois. Nous, côté ISQ certification, comme l'a dit Karim, on a un mois en plus pour voilà, regarder est-ce que vous avez mis en place, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça répond maintenant à l'attendu de l'indicateur. Nous, on regarde ça. Une petite chose en plus, c'est que pour les non-conformités majeures, vous devez apporter en plus de la réponse à la non-conformité des éléments de preuve factuels que vous avez mis en œuvre les actions. Si on reprend notre exemple d'avant sur indicateur 11 où il n'y avait pas de processus d'évaluation formalisé, comme ça sera une majeure, en réponse de la majeure, vous devrez joindre à la pièce, vous devrez joindre à la non-conformité ce processus d'évaluation formalisé. Et nous, côté ISQ, enfin côté auditeur d'abord, puis côté ISQ, vérifier que ce processus que vous avez mis en place est cohérent avec l'attendu de l'indicateur. Petit point important, c'est si la non-conformité majeure n'est pas levée dans les délais, donc dans les 3 plus 1, eh bien, pour un audit initial, on ne pourra pas délivrer la certification. Et pour un audit de surveillance ou un audit de renouvellement, la certification, elle sera suspendue le temps que nous, on reçoit les plans d'action et les preuves de mise en œuvre. Si, au bout de ces 3 mois de suspension, l'organisme n'a pas toujours été en capacité de nous fournir ces éléments, eh bien, malheureusement, on devra prononcer le retrait de la certification. Point important, lors de l'audit suivant, l'auditeur il va vraiment procéder à une vérification précise, il va se concentrer sur les indicateurs qui ont eu une non-conformité majeure lors de l'audit précédent et il va vérifier si les actions que vous avez mises en place et les mesures correctives elles sont vraiment efficaces et que la non-conformité ne réapparaisse pas lors de l'audit. Raphaël, je vais juste sur Manu. un point, parce qu'on a souvent le cas de figure d'OF qui nous disent, ben, concernant la levée de la non-conformité majeure, on n'a pas d'action de formation dans les 3 mois envisagés. Bien évidemment, la réponse, c'est de nous envoyer, de transmettre à l'ISQ et à l'auditeur le plan d'action effectif qui est mis en place et qui, bien évidemment, au regard des éléments qui nous seront apportés, seront pris en compte pour l'audit suivant. D'accord? Parce que on est tous au clair sur le fait que si vous n'avez pas d'action de formation à mettre en œuvre, vous ne serez pas pénalisé. Le plus Mhm. important, c'est la production des éléments de preuve effectifs qui seront produits pour pouvoir statuer sur la levée ou pas d'une non-conformité, ce qui permettra au service de vérification d'être au même titre que l'auditeur, hein, sûr que dans le cadre de l'audit suivant, ça sera bien identifié et stipulé pour que le prochain auditeur s'appuie sur les éléments de preuve produits qui ont été mis en œuvre dans les prochaines actions. Donc, vous avez l'obligation sous les 3 mois, mais bien évidemment, en fonction de votre activité, Mhm. cependant. Tout à fait. Ensuite, le cas particulier des multisites. Donc, pour les multisites, il y aura une fiche de non-conformité par site euh, par rapport à où a été constatée la non-conformité. Et on a cette spécificité-là que si on constate des non-conformités sur un site, la fonction centrale, quand elle va avoir à répondre à ces non-conformités, la fonction centrale, elle doit déterminer si les autres sites, on n'est pas allé voir lors de l'audit, hein, si vous avez 30 sites, on ne va pas auditer les 30, hein, vous savez, il y a les règles de calcul, mais en tant que fonction centrale, vous devez déterminer si sur les autres sites, on n'a pas audité, s'ils peuvent être affectés également par ces non-conformités. Si c'est le cas, il faudra mettre en place des mesures correctives pour régler cette non-conformité sur l'ensemble des sites concernés. Et si la fonction centrale juge que ce n'est pas le cas, il va falloir le démontrer. Pourquoi, en tant que voilà, fonction centrale, vous déterminez que sur un site, il n'y a pas, sur tel site, il n'y a pas de risque de propagation, je dirais, de la non-conformité.
Également rappeler que pour les multisites, hein, au moment du processus de la prise de décision, s'il y a un ou plusieurs sites qui présentent toujours des non-conformités majeures qui n'ont pas été levées, eh ben, la certification est refusée au global, hein, pour l'ensemble des sites, hein. Pour le titre initial, donc elle est, comme je viens de le dire, refusée. Et si c'est pour les audits de surveillance ou de renouvellement, ça sera suspendu pour l'ensemble de l'organisme multisite, hein. Il faudra interrompre l'activité sur l'ensemble de tous les sites jusqu'à ce que le site incriminé prenne des mesures correctives satisfaisantes dans la limite des délais qui sont prévus par l'article 5. Et voilà, comme vous le savez, il est interdit d'exclure un site du périmètre de la certification. S'il y a un problème à Marseille, bah, vous ne pouvez pas dire, oh, bah, finalement, on certifie à Marseille, comme ça règle le problème. Non, ça ne marche pas. Tous les sites doivent être conformes. Oui, sur ce point, je renvoie les prestataires qui sont multisites au webinaire qu'on a animé au mois de septembre, hein. Et là, il est clair que lorsqu'on est sur le pilotage, la démonstration, le pilotage du système qualité pour l'ensemble des sites, hein, on regarde l'arrêté du 31 mai, on a Mhm. souvent ce cas de figure, hein, comme tu l'as dit. On a un OF qui est. On a bien démontré qu'on pilotait le système qualité lors de l'audit de la fonction centrale. Et ensuite, lorsque l'auditeur se déplace ou d'autres auditeurs se déplacent sur les sites, ben, on peut constater effectivement certaines non-conformités majeures. Donc, ça peut impacter effectivement l'éligibilité et surtout la vérification du pilotage du système. Donc, très important que la fonction centrale démontre qu'elle pilote son système au regard de la levée des éléments de preuve effectifs pour les sites incriminés et surtout qu'elle démontre qu'elle l'a fait également pour tous les autres sites. Donc la notion d'exclure un site du périmètre de la certification n'existe pas lorsqu'on Mhm. est multisite. C'est très important pour les pilotes des fonctions centrales. Tout à fait. Voilà pour ce petit passage sur le traitement des non-conformités. Et maintenant, on va aller sur l'audit de surveillance, hein, qui va être un peu l'actualité sur l'année 2025. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'audit de surveillance, Karim? Alors, on est dans une logique de temporalité, hein. Vous vous souvenez que Mhm. à chaque fois, on est entre le 14e et le 22e mois, donc pour planifier son audit de surveillance, hein, je laisse le soin de vous rapprocher de l'ISQ pour ceux qui ont un peu de visibilité pour planifier leur audit. Pourquoi? Parce que cet audit, il va nous permettre, bien évidemment, de voir s'il y a des éléments nouveaux pour chacun d'entre vous, s'il y a une augmentation d'activité, un passage de monosite à multisite, et ainsi de suite. Donc, des éléments aussi administratifs, comptables, au regard du BPF. On va vérifier que, bien évidemment, les exigences du RMQ sont bien appliquées. On va s'assurer que les processus sont bien mis en œuvre. On va surtout, comme on l'a vu précédemment, vérifier que les actions correctives constatées à l'audit précédent ont bien été mise en œuvre. On va auditer aussi plusieurs actions réalisées depuis l'audit précédent. Donc, on est bien entre, pour ceux qui viennent de finir leur audit de renouvellement, on est bien les actions en échantillonnage terminées entre l'audit de renouvellement et votre audit de surveillance. Ce qui Mhm. va nous permettre aussi, dans cette logique d'amélioration continue, bah, de démontrer que vous faites vivre votre système et votre démarche. Ce qu'on constate aussi lorsqu'on fait les audits de surveillance, c'est qu'on voit également les OF qui se sont préparés 2 semaines, 3 semaines avant. Donc, je tiens à vous signaler que quand même les auditeurs de l'ISQ ont cette expérience pour se rendre compte si vous avez fait vivre votre système. Donc, c'est important dans la logique de garder en tête cette démarche d'amélioration continue permanente et de faire vivre votre démarche qualité. Mais je crois que culturellement, Calliope est rentré un peu dans l'esprit de chaque acteur dans les organismes de formation qui participent à la mise en œuvre, bien évidemment, de l'action. Et pourquoi faire un focus maintenant sur l'audit de surveillance? Ben voilà, je l'ai dit un peu précédemment, Mhm. c'est d'apporter des informations complètes, d'appréhender les prochaines étapes et puis bien préparer son audit de se rendre dans de bonnes conditions. Et puis ce qui est important, c'est comment je fais vivre cette dynamique collective autour de Calliope. Ça permet à chaque prestataire et encore plus lorsqu'on est multisite de s'assurer
qui a une vraie démarche d'amélioration continue systémique. Donc, je fais vivre en permanence ma démarche qualité. Voilà, tout à fait. Ensuite, au niveau réglementaire et législatif, sur quoi on peut s'appuyer pour l'audit de surveillance? Alors, on a l'article du 6 juin 2019, bien évidemment. On a l'arrêté du 31 mai. Et puis, on a des FAQ qui ont été mis à disposition par le ministère du Travail. Et puis, on a le Mhm. guide de la V9 sur lequel on doit s'appuyer. Je vais faire court parce que ce cadre réglementaire, il est très strict. Je renvoie chaque prestataire à s'appuyer sur les articles. Cependant, on est vraiment dans des éléments nouveaux. S'il y a vraiment une actualisation des données administratives, comptables, c'est important de donner les informations à l'ISQ pour pouvoir bien préparer la durée. On en reviendra là-dessus. Bien envoyer un organigramme à jour. Et puis, s'il y a une nouvelle activité, décrire l'activité potentielle. S'il y a des demandes de nouvelles catégories aussi, c'est à ce moment-là qu'on doit bien évidemment se rapprocher de l'ISQ pour être bien dans les clous. Au demeurant, ça peut aussi souvent, le cas de figure qu'on a, c'est lorsqu'on a des nouvelles actions en distanciel, par exemple, qui sont proposées alors que précédemment il n'y en avait pas. On sait que pour le distanciel, on a des articles très spécifiques qui cadrent bien les actions en distanciel. C'est vraiment démontrer aussi que vous êtes à jour de la législation et la réglementation. Mhm. Indicateur de la veille. Et pour cet audit de surveillance, quelles sont les modalités de réalisation pour cet audit? Alors, encore une fois, on a nos textes qui sont bien définis sur les textes initiaux sur le présentiel pour l'audit initial, le distanciel sur la surveillance et en présentiel le renouvellement. Cependant, il existe des aménagements. L'audit initial, il s'est fait en distanciel. Bah, là, on rebascule en présentiel pour la surveillance et idem dans la continuité. Le renouvellement se fait de toute façon en présentiel, avec Mhm. quelques exceptions. On l'a vu, s'il y a eu des signalements et des réclamations. S'il y a eu une analyse de risque issue de l'audit précédent, et puis pour les multisites, ça va être bien évidemment un échantillonnage en fonction de plusieurs sites ou pas, parce que par moment, il y a des OF multisites qui ont décidé de fermer certains sites. Donc, ça sera vraiment à l'initiative de l'ISQ de prendre cette décision, de savoir si on le fait en présentiel. L'analyse du risque. L'analyse du risque, il appartient bien évidemment à l'ISQ d'établir ces risques. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une augmentation du volume d'activité, un nombre important, des non-conformités majeures en demeurant, qui vont peut-être nécessiter effectivement une vérification sur site, une défaillance constatée dans la maîtrise de la sous-traitance. C'est un point quand même important et où le rôle de la fonction centrale lorsqu'on est multisite. Donc, il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, un audit de surveillance se fera bien évidemment en distanciel. Tout à fait, Karim. Et quelle va être la durée de cet audit de surveillance? Alors, il y a des nouveautés. C'est le nouveau calcul de la durée qui est un changement important pour un nouvel entrant. On va rajouter une demi-journée par rapport à l'audit initial. Et pour les multisites, c'est le fameux calcul du nombre de sites, la racine carrée multipliée par 0,6. Alors, je vous cache pas que j'ai mis en annexe tous Mhm. les schémas et tous les textes de compréhension de la durée de l'audit de surveillance. On l'avait déjà abordé dans le webinaire du 21 Je novembre. comprends. Donc, soyez très prudents au regard des informations, de l'accroissement de votre activité. Vous pourriez basculer. Voilà. Il y a des choses, si vous avez fait une nouvelle activité, il y a des choses qui peuvent aussi être importantes sur la durée. Donc, je vous renvoie vers notre annexe sur ce Mhm. sujet. Voilà, c'est un peu ce qui a changé par rapport au premier cycle où on nous disait, enfin les textes disaient qu'il fallait auditer un site qui n'avait pas été audité lors de l'audit initial, mais des fois ça pouvait sembler un peu hors propos sur des organismes qui avaient plus de 60 sites, aller en auditer que deux lors de l'audit de surveillance, c'était un peu léger on va dire, et donc ils ont changé ça et maintenant sur ce nouveau cycle de certification, ça sera nombre de sites, enfin racine carrée de nombre de sites fois 0,6. Donc, attendez-vous peut-être à des audits de surveillance pour les gros multisites, en tout cas, des audits de surveillance plus longs que ce que vous avez connu précédemment, où c'était un peu la course. Là, on devrait avoir un peu plus de temps.
Oui, puis je crois que aussi en termes d'organisation au sein de l'ISQ, hein, d'avoir une visibilité exacte sur votre durée, ça permet au service planification de ne pas se tromper Mhm. Bien, également lors des différentes contractualisations, hein. tout à fait. Et comment il va s'organiser cet audit de surveillance? Alors, bon, alors qui audite, hein, soit c'est l'auditeur précédent qui a assuré l'audit initial ou d'extension, hein, bon, évidemment, dans la pratique, vous pouvez ne pas, en tout cas, souhaiter que ça soit le même auditeur, hein, ça, c'est tout à fait possible, même si la plupart du temps, en pratique, on essaye d'avoir cette logique de garder le même auditeur qui va permettre de voir avec du recul et aussi lors de l'analyse des constats, une évolution, un maintien de la démarche qualité, parce que l'auditeur vous connaît. Voilà, ça, c'est toujours très pédagogique, en tout cas, d'avoir le même auditeur. Mais on peut tout à fait ne plus avoir d'activité, hein, quand on est auditeur. Donc, bien évidemment, l'auditeur ne sera pas le même. Et puis aussi, lorsque c'est du distanciel, la logique par rapport à l'ISQ, c'est de proposer, pourquoi pas, un autre auditeur. Donc, dans la pratique, généralement, c'est le même auditeur. Cependant, il peut y avoir des modifications, soit de votre part, hein, si vous le demandez, ou soit nous, en interne, par rapport à la logique des régions un peu où habite chaque auditeur, d'identifier un autre auditeur que celui précédemment vu. Par rapport aux documents, je crois qu'il y a il y a un questionnaire, hein, si je ne me trompe pas, qui est envoyé à l'ISQ qui permet d'appréhender les principaux changements. Je fais juste un point d'alerte d'un article de loi, hein, faites attention à toute fausse déclaration. En plus, l'auditeur, lui, il va s'assurer en amont avec vous, bien évidemment, des données administratives qui seront transmises par l'ISQ. Donc, il y a quand même une véracité dans les éléments transmis par le prestataire l'ISQ, qu'on ne découvre pas les éléments nouveaux le jour de l'audit. Ouais. Et pour l'audit en distanciel, comment ça va se passer, l'audit en distanciel? Donc, on a mis à jour des informations, bien évidemment, avant l'audit. On a 30 jours Mhm. maximum à la réception du contrat pour planifier une date. On prend contact donc avec l'auditeur si possible, hein. Vous prenez contact avec l'auditeur pour affiner, valider le plan d'audit. Il y a l'envoi et la complétude du plan d'audit par le prestataire. Et après, souvent, on fait des tests techniques pour s'assurer que le partage documentaire, l'affichage des éléments de preuve est effectif. Je ne vous cache pas que c'est quand même très important de faire cet exercice-là la veille ou l'avant-veille, parce que par moment, on découvre de belles surprises. Et surtout, ça sécurise la qualité de l'audit. Vous imaginez bien que si vous rencontrez des problématiques de partage et ainsi de suite, on va passer à un audit exécrable. Et l'auditeur peut tout à fait aussi dire que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien un audit de qualité. Donc, les tests techniques sont quand même euh, très attendu. Voilà. Ouais, tout à fait, hein. Surtout les audits de surveillance, c'est plus court, c'est une demi-journée. Si sur une demi-journée, on Ouais. fait 30 minutes à régler le micro, la caméra, le partage de documents, ça fait perdre un temps, un gros temps. Et donc, c'est vraiment important de faire ça en amont de l'audit pour que tout soit calé, réglé. Et le jour de l'audit, dès qu'on se connecte, réunion de clôture, on se présente et on démarre l'audit dans des bonnes conditions. Euh, bon, dans les objectifs, on Ouais, va faire rapide. ouais, Dans le cas clairement. d'un organisme monocyte, hein, je ne vais pas revenir dessus, on connaît les objectifs, c'est bien euh, toujours l'application rigueur du référentiel. On est bien sur l'attention particulière en non-conformité identifiée, puisque on reverra si l'efficacité des mesures qui nous ont été présentées, par exemple pour les mineurs, sont bien été et mises en œuvre. Bah, l'auditeur, il conduit une analyse, hein, des éléments administratifs, hein, on l'a vu, et puis la conformité au regard de plusieurs actions, hein. N'oubliez pas qu'il va faire un échantillonnage d'actions de formation entre l'audit précédent et l'audit de surveillance, et puis surtout vérifier qu'il y a des actions dans le cadre du démarche d'amélioration qui ont été conduites. Donc, petit point également, on vérifie l'affichage, le respect de l'obligation d'affichage, hein, et de communication du certificat, parce que le non-respect de celui-ci, c'est une non-conformité majeure. Généralement, on le fait en début d'audit. Ouais. Donc,
soyez sympa, hein, mettez à jour votre logo parce que de prendre nos conformités majeures en début d'audit avant de rentrer dans le référentiel, c'est pas du tout propice à un audit de qualité. Donc, point de vigilance, même si on a de moins en moins ce souci, mais en Ouais. distanciel, il faudra faire la démonstration. Exactement. Et comme là, il y a eu les renouvellements, hein, pensez bien à changer votre certificat une fois que vous êtes arrivé à la fin du premier. Pensez bien à mettre à jour vos sites internet et au niveau de l'affichage de l'accueil, enfin, ou en tout cas à l'endroit où vous l'affichez, de bien changer, de bien mettre la version en vigueur. Et pour un multisite, Karim? Alors, on est toujours hein, sur les mêmes règles. On va à minima auditer un site qui n'avait pas été audité à l'audit précédent. On fera un échantillonnage, bien évidemment, à partir des nouveaux sites, hein, et on inclura les catégories d'actions qui sont déjà certifiées et éventuellement celles qui ont bénéficié d'une extension, parce qu'il y a certains OF aussi multisites qui demandent des extensions. Donc, ça sera vérifié à l'audit de surveillance. Et la fonction centrale, n'oubliez pas qu'elle est toujours auditée. Alors, vu qu'on a une durée moindre, d'habitude, sur une fonction centrale, sur les audits initiaux de renouvellement, on est sur, en moyenne, aller une demi-journée. Bon, là, la fonction centrale sera peut-être restreinte en termes de durée, mais elle fera l'objet d'une vérification et de l'audit. Oui, on Et ne peut pas y puis, échapper. ouais, n'oubliez pas qu'on doit s'assurer de votre condition d'éligibilité. Donc, les éléments administratifs que vous transmettrez, le nombre de sites, ainsi de suite, hein, doivent correspondre. Pour les nouvelles entrants sur audit initial, ben, on obéit aux mêmes règles, hein, puisqu'on aura une revue, là, pour le coup, de tous les indicateurs applicables. Tout à fait. Donc, en gros, comment va se passer cette dite de surveillance, Karim? En termes de conduite, on va bien évidemment à minima faire une revue d'indicateurs hein, et on va adapter la durée. Hein, c'est Mhm. souvent la course, c'est souvent le rush, Mhm. surtout lorsqu'on a plusieurs catégories d'actions. Donc, je peux vous dire que j'espère que vous aurez bien préparé les audits. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur faire vivre votre système, votre démarche qualité pour pas vous retrouver dans une situation de rush parce que très vite, on risque d'être sur un audit un peu complexe, sur la surveillance, puisque la durée est moindre. D'autant que si vous avez eu des non-conformités aux audits précédents, on va bien évidemment vérifier l'efficacité. On va regarder les indicateurs concernant qui déclinent en non-conformité majeure. On a des indicateurs 1, 17 et 19 qui vont être attendus. Euh, et puis, si vous avez bénéficié, alors c'était plutôt précédemment, lors de l'audit initial des durées d'aménagement, on fera une vérification de tous les indicateurs à l'audit. On fera une vérification des nouveaux entrants. Hein. Si à l'audit initial, vous êtes un nouvel entrant, bah là, on a l'ensemble des indicateurs. Et bien évidemment, le respect de l'affichage du certificat Calliope. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs points, ça va être speed en même temps, mais l'expertise des auditeurs, l'ISQ, hein, on a l'habitude de pouvoir adapter ou pas. Mais encore une fois, l'environnement, le contexte et le cadre de préparation de votre audit fera la différence. Hein. Mhm. Mhm. Tout à fait. Allez, pour conclure ce webinaire, des petites actualités 2025. Donc, l'ISQ était à l'Université d'hiver 2025. On était présent donc, à la 19e Université d'hiver de la formation professionnelle à Cannes la semaine dernière. On a pu en rencontrer certains d'entre vous et échanger sur la certification Calliope et donc les exigences réglementaires. Également sur nos activités en matière de qualité et de conformité, nos certifications Certifiant Pro dont on va vous parler un tout petit peu et un nouveau label Digital Learning et également des pratiques observées voilà, au cours de nos missions d'audit. C'était une édition qui fait l'occasion de dialoguer avec des professionnels engagés dans l'amélioration continue et de renforcer la compréhension des enjeux de la formation professionnelle. Alors, Raphaël, sur ce point-là, j'ai déjà eu plein d'appels me demandant est-ce que vous avez des infos, des choses qui vont bouger. Pour l'instant, on est un peu comme tout le monde dans cette
incompréhension par moment et surtout, on attend des choses que tout le monde attend, au même titre que les organismes certificateurs. Donc, on n'a pas trop d'infos. On attend que les choses se stabilisent, je pense, politiquement. Et lorsqu'on aura une visibilité, on tâchera bien évidemment d'informer nos prestataires. Bon, je vous fais un petit clin d'œil avec l'indicateur 23 sur la veille légale et juridique dans le champ de la formation à exploiter. Tout à fait. Et pour finir, donc Certiform Pro by EPQF, hein, comme vous savez, on a Calliope essentiellement, mais on a également Certiform Pro by EPQF, donc c'est une certification maison hein, qui appartient à ISQ Certification. C'est une certification de 4 ans qui valorise les spécialités et les expertises métiers. Elle est séparée en deux parties, une partie organisation et moyens qui comprend voilà, les éléments de conformité d'un organisme de formation, votre capacité en veille, recherche et innovation, responsabilité sociétale, qualité et démarche d'amélioration continue. Donc, c'est des choses qu'on retrouve un peu sur Calliope, mais un peu plus détaillées, un peu plus poussées. Et après, au niveau de vos spécialités, hein, comme il y avait à l'époque de l'OPQF, hein, la qualification OPQF, hein, certains d'entre vous l'étaient sûrement, hein, qualifiés au PQF, se rappelaient de faire le dossier chaque année, par spécialité. Donc c'est un peu cet esprit-là qui est resté sur Certiform Pro by OPQF, l'analyse des besoins des apprenants, la pédagogie, l'individualisation de l'accompagnement, l'évaluation, la progression des apprentissages, la capitalisation des acquis en formation et l'appréciation par les parties prenantes, un peu dans le même esprit de Calliope. Voilà, si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera de plus amples informations sur la certification. En conclusion, quel Or, ce webinaire? bon, vous l'avez compris, hein, 2025 va être l'année des audits de surveillance avec la vérification de l'application des exigences, les nouvelles obligations hein, qui ont été introduites dans la V9, l'analyse, la mise en œuvre effective des actions d'amélioration et également des non-conformités mineures et majeures. Et pour ceux qui sont multisites, hein, de renforcer le rôle de la fonction centrale dans le pilotage. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous, au sein de l'ISQ, les auditeurs, entre autres, bien évidemment, garderont ce niveau d'expertise reconnu, hein, mais aussi prendront en compte toutes les évolutions organisationnelles, structurelles et fonctionnelles de chaque prestataire. C'est pour ça que c'est important d'envoyer les bonnes informations, de donner, de transmettre les bonnes données administratives et comptables et financières à l'ISQ pour pouvoir, bien évidemment, respecter le cadre attendu de cet audit de surveillance. Et planifiez bien en amont votre audit. Tout à fait. Et le prochain webinaire, c'est quand, Karim? Alors, on l'a déterminé le 6 mars et on a souhaité parler davantage, comme on le fait, de l'appropriation du RNQ et identifier, on va essayer de voir la valeur ajoutée que ça a amené pour les prestataires avec des témoignages. Donc, Mhm. l'idée, c'est d'avoir des témoignages d'auditeurs et des témoignages de prestataires. Même si nous, on abordera une bonne partie sur la valeur ajoutée de la place qu'est la nôtre en tant qu'organisme Une certification. certificateur et puis avec le recul des années maintenant. Mais ça va être intéressant d'entendre quelques acteurs, en tout cas, pour ce prochain webinaire. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir passer aux fameuses questions, s'il y a eu des questions, et Louis et Laure vont nous dire tout ça. Ton micro, Louis. Excusez-moi. Je commence juste sur les audits de surveillance. On nous pose beaucoup la question. C'est l'ISQ qui prend contact avec les certifiés pour le caler et l'organiser. La prise de contact, elle est environ 2 mois avant le début de la période. Et je précise que la période commence à la date d'entrée en vigueur du certificat et non à la date de l'audit. Sinon, Mhm. on grappillerait du temps sur chaque cycle de certification. Voilà. On commence en douceur, Raphaël. On me demande si l'affichage du certificat est obligatoire sur le site Internet. Oui, c'est Voilà. le logo. Le logo, il n'y a pas d'obligation. Par contre, le certificat, c'est obligé qu'il soit affiché. Deuxième question, et qui est intéressante pour beaucoup de monde. On me demande s'il y a une différence sur l'audit de surveillance après un audit initial nouvel entrant ou après un audit de renouvellement.
Il y a une différence. Alors, la différence, c'est euh, les indicateurs entre l'audit initial et l'audit de renouvellement, c'est une différence. Ben, ça va être la durée, hein, bien évidemment. Bon, la conduite de l'audit, on est revenu là-dessus, mais c'est surtout sur les indicateurs qui sont identifiés dans les arrêtés qui vont faire l'objet des, de l'audit, en sachant que là-dessus, sur l'annexe, on a inséré un tableau de compréhension de tous les indicateurs qui seront vérifiés pour l'audit de surveillance. Donc, je renvoie ceux qui ont cette interrogation. Est-ce que c'était, lui, je ne sais pas si c'était par rapport aux indicateurs ou à la conduite, Je pense que c'est l'approche, je pense que là, c'est l'approche de l'audit après un audit nouvel entrant. Donc, OK? c'est l'audit de surveillance qui intervient après l'audit initial nouvel entrant et l'audit de surveillance qui intervient Ah, après un d'accord. audit de renouvellement. Ok, d'accord. Alors, je vais essayer de faire rapide. Hmm. Par rapport à un nouvel entrant qui est sur, bien évidemment, un audit qui, pour certains indicateurs qui ne sont pas concernés, la mise en œuvre effective et la vérification de tous les indicateurs seront attendus par l'auditeur. Ça veut dire que vous allez démontrer l'effectivité de votre démarche qualité en œuvre lorsqu'on est nouvel entrant pour l'audit de surveillance, puisque là, pour le coup, on voit tout. D'accord? Pour l'audit, entre l'audit de renouvellement et l'audit de surveillance, l'approche restera la même, avec la vérification, bien évidemment, des indicateurs applicables, avec pour une qualité d'audit, une démonstration de la maturité de la démarche qualité, la démonstration d'une amélioration continue, des axes importants, par exemple, autour de l'alternance, hein, pour ceux qui proposent de l'apprentissage, des axes liés aux missions et les obligations du CFA, pour ceux qui proposent l'apprentissage. Bien évidemment, le respect des formations certifiantes au regard des attendus de l'autorité de certification. Voilà, on va attendre une forme de maturité. Alors, bien évidemment, c'est pas ce qui va faire la non-conformité ou pas au regard des constats, hein, bien évidemment, mais l'approche va être quand même assez importante à démontrer. Merci. Alors, nous faisons, le cas d'un organisme qui fait appel régulièrement à des sous-traitants, ils aimeraient savoir si ces sous-traitants doivent être intégrés, pardon, au système qualité en ce qui concerne le suivi des habilitations et compétences du personnel. Ah ben, je renvoie, bien évidemment, si on parle de sous-traitance, à l'indicateur 27, où vous devez faire respecter les exigences du RNQ au regard des indicateurs concernés par les intervenants. Bien évidemment, c'est de votre responsabilité de faire respecter la qualification, de vérifier la qualification de conformité, la montée en compétences. Voilà, sur tout le volet, allez, 17, 18. 21, 22, les quatre indicateurs qui concernent les intervenants externes et ceux qui interviennent aussi en sous-traitance, c'est à vous de vous assurer qu'ils ont bien les qualifications requises attendues. Mais encore une fois, la porte d'entrée, l'indicateur 27. Merci. On me demande dans le cas des organismes multisites, si un des sites déménage, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'un audit spécifique est à prévoir? Alors là, je crois que c'est d'informer l'ISQ. Je parle sous ton couvert, Raphaël, quand même, juste dans le programme. C'est bien d'informer l'ISQ et il fera l'objet, bien évidemment, d'une manière peut-être plus spécifique de l'audit. Alors si c'est en surveillance, ben, il sera identifié ou en renouvellement. Mais je crois qu'il fera bien partie du périmètre des sites à auditer, hein. Vous aurez, Oui, vous oui. aurez en tout Alors, cas cette... je peux Ouais, vas-y, apporter une précision, Karim, bien effectivement. sûr. Donc, si on parle de déménagement de l'ensemble du personnel, hein, donc des ressources personnelles, matérielles et des activités, c'est-à-dire c'est le même organisme de formation qu'on met à un autre endroit dans la même ville, bien sûr, il faudra faire une déclaration auprès de l'ISQ qui intégrera cette nouvelle adresse. Et la même chose si on le déménage dans une autre ville, mais que c'est exactement le même site qu'on a pu auditer ou intégrer déjà dans une certification. Là, la déclaration, il faut la faire et après, l'ISQ jugera
s'il faut faire un audit complémentaire ou en tout état de cause, ce site pourra faire l'objet d'un audit lors du suivant audit, quoi, en fait, hein, voilà. Ok, merci Laura pour ce point de clarification. Il y a d'autres questions, lui? J'ai une dernière question qui a déjà été répondue sur des sessions précédentes, mais qui est toujours intéressante. Est-ce qu'une auto-évaluation au début de la formation et en fin de formation est un processus d'évaluation conforme? Excusez-moi, hein. Mais c'est intéressant parce que c'est une vraie. Ça veut dire qu'on s'interroge dans le processus d'évaluation, comment il doit être construit. Et je trouve que c'est une très bonne question. Encore une fois, l'indicateur, on vous demande le prestataire évalue. Si vous intégrez dans votre processus d'évaluation une auto-évaluation de départ et de fin renseignée par le bénéficiaire, c'est un outil qui participe à la démonstration du processus d'évaluation. Cependant, ça ne démontre pas que c'est vous qui avez évalué le prestataire. Donc, charge à vous d'intégrer d'autres outils qui vont démontrer la mise en œuvre de ce processus d'évaluation. D'accord? Auto-évaluation, oui, en termes d'outils et de fins pour les bénéficiaires, à condition que vous allez démontrer que vous l'utilisez pour mesurer l'acquis, la progressivité des apprentissages et l'atteinte des objectifs. D'accord? Donc, c'est important, mais c'est bien de le rappeler, en tout cas, lui, pas de souci. Une dernière question, sous-traitance. Est-ce que les documents administratifs tels que l'attestation de formation doivent être ceux du sous-traitant ou du donneur d'ordre? Alors, c'est une question pour le sous-traitant. Encore une fois, si je me réfère à l'indicateur 27, on doit faire respecter les exigences, donc charge bien évidemment au sous-traitant de démontrer sa démarche de monter en compétence, hein, bien évidemment, c'est attendu en termes d'éléments de preuve, mais par contre, c'est aussi à l'OF donneur d'ordre d'attester et de démontrer qu'il fait respecter ces indicateurs-là auprès de son sous-traitant. Donc, oui, la démonstration vient du donneur d'ordre. On vérifiera comment il s'est assuré d'eux. Et bien évidemment, on vérifiera que le sous-traitant respecte bien les indicateurs concernés en termes de montée en compétences et de qualification. Mhm. Merci. Je- C'est un sujet, la sous-traitance, on sait que c'est un vrai sujet. Et je pense que, en tout cas, on espère que l'année 2025 permettra une clarification, en tout cas sur cette partie-là. On l'a eu sur le CPF. Voilà, il Oui. n'y a plus de débat sur le CPF. On espère que la tendance irait vers une duplication, en tout cas une mise en œuvre similaire au CPF. Mais pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. On n'a pas de visibilité. Merci beaucoup. C'est bon pour moi. Merci. Laure, Merci. peut-être une dernière, je sais pas. Je pense qu'on a répondu à tout ce à quoi on pouvait répondre, en tout cas. C'est Bon, bon? oui. Bon, non, manifestement, on est bon. Merci. Merci à tous hein, de vous être rendus disponibles encore une fois sur ce moment fort agréable. On compte sur vous pour le prochain webinaire qui va être un peu nouveau aussi dans la mise en œuvre puisqu'on aura des témoignages. Donc, merci pour la confiance que vous nous attribuez et encore une fois, je vous souhaite les meilleurs vœux, santé et réussite professionnelle à tous. Très bien. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.